Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. nature. Merci beaucoup aux organisateurs, à Jacques et Jean-Jacques, de leur invitation et de l'occasion de parler de ce sujet. J'ai un grand accord en fait avec Jean-Jacques, donc je risque de faire de la redondance, mais c'est un autre angle de vue. Alors, mon sujet s'appelle « La vérité peut-elle survivre à la démocratie ?» et j'ai mis un sous-titre que je donne là. Julien Benda écrivait en 1942, dans son livre « La grande épreuve des démocraties ». Dans l'ordre spirituel, la caractéristique de la démocratie est de tenir pour souveraine certaines valeurs absolues, c'est-à-dire conçue comme indépendante de toute condition de temps ou de lieu et supérieure à tout intérêt individuel ou collectif. Valeurs dont les types principaux sont la justice, la vérité, la raison. C'est une conception de la démocratie qui semble aujourd'hui bien dépassée. Il n'est même pas clair qu'elle soit compatible avec la vie politique en général. Tout le monde, sauf peut-être quelques platoniciens attardés, qui croient encore aux philosophes rois, est convaincu qu'elle est incompatible avec l'exercice même du pouvoir. Comme le remarque Hannah Arendt dans un essai célèbre « Vérité et politique », on n'a jamais compté la véracité au nombre des vertus politiques. Pourquoi en irait-il autrement du pouvoir et de la politique démocratique? A fortiori, si l'on tient que son royaume n'est pas de ce monde. En fait, l'idée même que la vérité puisse avoir une autorité quelconque, ou que ceux qui ont de l'autorité puissent s'en prévaloir, est considérée comme hautement problématique du point de vue de la promotion d'une forme de vie démocratique. La démocratie libérale classique ne suppose-t-elle pas le pluralisme des valeurs et le droit pour chacun de défendre sa propre conception de la vie bonne et par conséquent, si la vérité est, comme le pense Benda, une valeur, pourquoi celle-ci aurait-elle un privilège par rapport à d'autres? Les conceptions les plus influentes du libéralisme politique, comme celle de John Rawls, suspectent, c'est son terme, le zèle qui va de pair avec la prétention à dire la vérité. Et je cite, « le combat sans fin pour convertir le monde à la vérité ». C'est le raisonnable, non le vrai, selon Rawls, que nous recherchons en matière de doctrine politique. Je cite toujours Rawls, « la politique dans une société démocratique ne peut jamais être guidée par ce que nous traitons comme la vérité pleine et entière. » Fin de citation. De même, Habermas ne croit pas que l'on puisse, aussi bien en éthique qu'en politique, parvenir à des vérités. Et il dit, je cite, « le libéralisme politique n'utilise pas le concept de vérité morale appliqué à ses propres jugements politiques, entre parenthèses, toujours moraux. Il dit que les jugements politiques sont raisonnables ou déraisonnables, et il pose des idéaux politiques, des principes et des normes comme critères du raisonnable. » Fin de citation. D'autres théoriciens, que l'on peut appeler, à la suite de Bernard Williams, des négateurs ou des vériphobes, nous proposent carrément de nous débarrasser de la notion même de vérité. Souvent parce que, comme Michel Foucault, ils considèrent la vérité et le savoir comme des masques d'un pouvoir nécessairement mauvais, et soupçonnent ceux qui se réclament de la vérité au nom de la démocratie, de chercher en réalité à imposer une tyrannie bien pire que celle qui se réclamerait d'une conception purement conventionnaliste de l'autorité. Par exemple, celle, à l'instar de Hobbes, pour qui c'est l'autorité et non la vérité qui fonde la légitimité, la légalité. Auctoritas, non veritas, fecit legem. Certains de ces négateurs jettent le bébé de la démocratie avec l'eau du bain de la vérité. Mais d'autres négateurs, comme Richard Rorty, s'en défendent. Ils prétendent vouloir sauver le dit bébé en le purgeant de la vérité. Il faut purger bébé, dit Rorty. Supprimer les notions de justice et de vérité, nous dit-il, et la démocratie prendra soin d'elle-même. Mais quand on lit des déclarations comme celle-ci de Jean-Luc Nancy,
est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Dans un essai intitulé Vérité et démocratie, Vérité de la démocratie, qui vient de paraître, je cite Nancy. La démocratie est un régime de sens dont la vérité ne peut être subsumée sous aucune instance ordonnatrice, ni religieuse, ni politique, ni scientifique ou esthétique, mais qui engage entièrement, je cite, l'homme en tant que risque et chance de lui-même. L'autorité ne peut être définie par aucune autorisation préalable, institutionnelle, canonique, normée, mais peut seulement procéder d'un désir qui s'y exprime ou qui s'y reconnaît. Fin de citation. On peut se demander dans ce cas-là, en lisant ce genre de citation, si ce qui nous est proposé n'est pas simplement Hamlet sans le prince. Le pire n'est pas tant que ces conceptions soient défendues par des théoriciens sophistiqués et revenus de tout, sauf peut-être de Heidegger, mais qu'elles semblent à présent relever de l'opinion commune. Bien sûr, il n'y a rien d'autre dans la vérité que l'affirmation de l'opinion la plus personnelle. Bien sûr, il est de l'essence de la démocratie de récuser toute autorité, quelle qu'elle soit. Pourtant, la démocratie offre plus de chances à la vérité de s'imposer que toute autre forme de régime politique. Que la démocratie offre plus de chances à la vérité de s'imposer que toute autre forme de régime politique est quelque chose dont ne doutaient pas les grands penseurs libéraux du XIXe siècle. Tocqueville, par exemple, et en particulier, écrivait, je cite, « Si la démocratie a plus de chances de se tromper qu'un roi ou un corps de nobles, elle a aussi plus de chances de revenir à la vérité une fois que la lumière lui arrive, parce qu'il n'y a pas en général dans son sein d'intérêt contraire à celui du plus grand nombre et qui lutte contre la raison. Mais la démocratie ne peut obtenir la vérité que de l'expérience, et beaucoup de peuples ne sauraient attendre sans périr les résultats de leurs erreurs. Le grand privilège des Américains n'est donc pas seulement d'être plus éclairés que d'autres, mais d'avoir la faculté de faire des fautes réparables. » Alors, vous voyez où ça peut se trouver ce passage. Quant à Mill, John Stuart Mill, il soutenait que la démocratie, et ici j'ai l'anglais, en instaurant un libre marché des idées, permet d'obtenir plus aisément la vérité que tout autre régime basé sur l'autorité ou la religion. Ici, je vais les lire en français. Ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité. Tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage que ses défenseurs. Si l'opinion est juste, on la prive de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable. Une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit la confrontation avec l'erreur. Fin de citation. Ces liens entre vérité et démocratie semblent aujourd'hui rompus. En comparaison, des auteurs comme Russell et Orwell, auxquels je joindrai pour ma part volontiers Benda, ont un air un peu désuet. Et ce n'est pas sans ironie que Russell, au début de ses Skeptical Essays, en 1935, nous déclare « Je voudrais proposer à la considération favorable du lecteur une doctrine qui pourrait, je le pense, apparaître étonnamment paradoxale et subversive. La doctrine en question est qu'il est indésirable de croire une proposition quand il n'y a pas de raison particulière de la supposer être vraie. Je dois bien sûr admettre que si une telle opinion devenait commune, elle transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique. Car, à présent, les deux sont à présent totalement sans tâche et doivent peser contre elle. Il semble en effet que notre conception courante de la démocratie, surtout relayée par des penseurs vériphobes, pèse, comme le dit Russell, contre une doctrine aussi subversive. La démocratie a-t-elle besoin de vérité? Si on ne rejette pas tout simplement cette question en refusant, à l'instar de Carl Schmitt par exemple, tout lien entre politique, vérité et rationalité, il y a deux manières d'aborder la question des liens entre vérité et démocratie. On peut d'abord aller de la première à la seconde, en se demandant si la démocratie a besoin de la vérité, c'est-à-dire s'il est possible de fonder une conception cohérente de la démocratie sur la vérité, plutôt que sur des notions comme celle de rationalité, ou même en ne la fondant, comme c'est la suggestion de Jean-Luc Nancy, sur rien du tout. La première stratégie est celle des partisans d'une conception purement procédurale de la démocratie, la seconde est celle des vériphobes. Je voudrais, dans un premier temps, essayer de dire pourquoi les vériphobes, quant à la démocratie, défendent une conception incohérente et pourquoi la conception procédurale est insuffisante. Il s'ensuit, à mon avis, que non seulement la démocratie a besoin de la notion de vérité, mais aussi que cette notion doit être entendue au sens le plus réaliste et le plus objectif qui soit. La seconde manière d'aborder la question va dans l'autre sens, non pas de la vérité à la démocratie, mais de la démocratie à la vérité.
C'est-à-dire de se demander si la démocratie favorise bien la vérité. Là aussi, on peut tout simplement rejeter la question et soutenir que la vérité n'est pas le but de l'enquête, ni une valeur qu'il faille particulièrement rechercher. Mais si on ne le fait pas, il faut essayer de dire en quoi la démocratie offre plus de chances à la vérité. Dans un sens comme dans l'autre, le dilemme est familier. Comment s'en remettre à la vérité et au savoir dans des décisions politiques sans passer pour un dogmatique autoritaire? Et comment s'en remettre au choix démocratique sans toutefois sacrifier le savoir et la vérité? Bref, comment peut-on être épistémocrate tout en étant démocrate? Alors mon plan va commencer à se demander pourquoi la démocratie ne peut se passer de la vérité. Je vais de gauche à droite. L'une des raisons pour lesquelles la vérité et la démocratie ne semblent pas faire bon ménage est qu'on a tendance à confondre d'une part la liberté d'opinion et de parole avec l'égale vérité des opinions, ce qui revient à adopter une forme de relativisme, et d'autre part la règle de majorité avec une règle de vérité qui revient à adopter une forme de théorie de la vérité comme consensus. Parce que la démocratie libérale repose sur le principe de la pluralité des valeurs et sur la neutralité axiologique, on a tendance à penser qu'elle exige de traiter toutes les opinions comme également responsables, et donc, sic, comme également vraies. Pardon, pas responsables, mais respectables, et donc comme également vraies. Parce que la démocratie suppose la règle procédurale selon laquelle, en matière de décision, la majorité doit l'emporter, on suppose que les opinions majoritaires ont le plus de chances d'être vraies, et qu'elles sont vraies parce qu'elles sont celles de la majorité. De même pour les décisions politiques. Elles sont correctes parce qu'elles sont prises par une majorité ou susceptibles de l'être si on votait. C'est ce que Philip Kitcher, dans un livre très intéressant sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui s'appelle « Science, vérité et démocratie », « Science, Truth and Democracy », c'est ce qu'il appelle la conception vulgaire de la démocratie. Ni Tocqueville, ni Mill, pour s'en tenir à eux, ne souscrivaient à la conception vulgaire de la démocratie. Il ne leur venait pas à l'idée qu'on puisse défendre le relativisme ou une forme de théorie du consensus en matière d'opinion. Ils admettaient que l'utilité sociale de la vérité repose sur notre capacité à distinguer les bonnes des mauvaises opinions et à corriger nos erreurs. Mais ça ne semble pas être la conception dominante de la démocratie aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, la conception dominante semble être que tout le monde a un droit égal à affirmer ses opinions et qu'à partir du moment où la majorité a exprimé la sienne, elle a de bonnes chances d'être correcte. Ça ne conduit pas nécessairement à l'idée que toutes les opinions se valent ou au relativisme le plus plat. La conception dominante peut parfaitement admettre que si aucune vérité ne peut l'emporter définitivement sur une autre, certaines justifications peuvent peser plus que d'autres. C'est ce que soutiennent ceux pour qui, comme pour Rawls, Habermas et Rorty, la justification l'emporte sur la vérité. Ces auteurs peuvent parfaitement souscrire à la doctrine subversive de Russell que je citais tout à l'heure, mais à condition simplement d'y supprimer la mention des mots vrais et aucune base que ce soit. Ils soutiennent qu'à défaut de vérité et de justification absolue, notions qui sont de toute façon inapplicables quand il s'agit de délibérer sur des matières morales ou politiques, on peut parvenir à des justifications relatives. Rawls et Habermas considèrent que ces justifications peuvent atteindre un degré suffisant de rationalité. Rorty n'est pas de la même opinion. Il soutient que, quant à lui, qu'il est central pour l'idée d'une société libérale que l'ouverture d'esprit ne soit pas promue en raison du fait que l'écriture enseigne la vérité et qu'elle prévaudra, ni non plus, comme Milton le suggère dans ses Areopagitica, que la vérité gagnera toujours dans une rencontre libre et ouverte. Elle sera promue pour elle-même. Une société libérale est une qui est contente d'appeler vrai quel que soit le résultat de telle rencontre. Dans ce contexte, comme dans d'autres, l'intérêt des idées de Rorty tient au fait qu'elles consistent en une radicalisation de thèses plus ou moins implicites chez d'autres, et au fait qu'ils soient une sorte d'éponge de l'époque. Rorty est un de ces soi-disant libéraux qui considèrent que la démocratie n'a pas besoin du concept de vérité, non seulement parce que ce concept est vide, mais parce qu'il est dangereux, porteur de dogmes dont la nature est toujours de près ou de loin religieuse. Selon lui, le simple fait de rechercher la vérité, d'avoir le souci du vrai, est contraire à la démocratie libérale telle qu'il l'entend. La seule chose dont nous ayons besoin, nous dit-il, est d'avoir des justifications pour nos conceptions, justifications qui ne peuvent avoir rien d'absolu, ni même de rationnel, mais qui sont et qui ne peuvent être que celles de notre communauté. Nous n'avons pas besoin de vérité, mais du consensus. Rorty pense en cela suivre les principes fondamentaux du pragmatisme, notamment celui de Dewey, qui entendait remplacer la notion de vérité par celle d'assertabilité.
au nom même, comme d'ailleurs lui aussi, au nom même de la démocratie. Rorty est parfaitement conscient du fait qu'il s'oppose à la conception classique des relations entre vérité et démocratie. Nous n'avons même pas besoin de nous en occuper. La seule chose qui soit nécessaire, comme il le dit, c'est l'ouverture d'esprit. Nous pouvons, si nous voulons, appeler tout cela nos conceptions. Et nos conceptions, nous pouvons les appeler vraies, mais que ce n'est qu'un terme commode pour désigner le fait que ce sont nos opinions et que nous les trouvons justifiées. Rorty pousse le bouchon un cran plus loin que Rawls, mais c'est le même bouchon. Non seulement la justification n'entraîne pas la vérité, car on peut être parfaitement justifié à croire quelque chose sans que ce soit vrai, mais aussi, plus fort de café, la vérité se réduit à la justification. Selon lui, il n'y a rien de plus dans le concept de vérité que le fait qu'un agent affirme une proposition comme vraie, pour telle ou telle raison qu'il se trouve avoir ou que sa communauté elle-même approuve. Vrai n'est qu'une petite tape, pour utiliser le terme de Rorty, que nous accordons au jugement que nous aimons bien. Il n'y a donc rien de plus dans le concept de vérité que dans celui d'assertion. L'argument principal des défenseurs de ce qu'on peut appeler la thèse de l'identité entre vérité et justification est que la vérité est une notion métaphysique, impossible à définir et à mettre en œuvre, une relique d'un âge platonicien révolu. Il laisse entendre qu'à partir du moment où l'on renonce à cette notion, ou à une certaine conception, renonce à cette notion, une certaine conception radicale de la démocratie s'impose, libérée des vieux démons objectivistes qui hantent encore le libéralisme classique. Mais est-ce qu'il est vrai qu'à partir du moment où l'on renonce à cette conception, le règne de la démocratie radicale commence? Eh bien, j'en suis pas sûr. On associe justement la démocratie au droit qu'ont les individus d'avoir des opinions et de les exprimer, mais aussi à celui de pouvoir être en désaccord avec les opinions des autres. Mais la possibilité d'être en désaccord suppose celle d'avoir raison ou tort. Et par là même, elle suppose que si deux individus s'opposent sur une certaine opinion, l'un affirmant l'opinion en question, l'autre la niant, l'un de ces individus a raison et l'autre a tort. Que se passerait-il si on maintenait cette possibilité de désaccord tout en rejetant les propriétés usuelles du concept de vérité, à commencer par celle de correspondance aux faits? Alors, je vais faire quelques apologues. Commençons par le cas le plus radical. Imaginons une société que nous appellerons, puisque Jean-Jacques nous a présenté l'épisode tout à l'heure, O'Brienna, dans laquelle ce qui rend une opinion correcte tient non pas au fait qu'elle soit vraie, mais au fait qu'elle soit énoncée par ceux qui ont du pouvoir. Tout le monde a en tête la scène fameuse de 1984, dans laquelle le représentant du parti, O'Brien, parvient à faire affirmer et apparemment à faire croire à Winston que 2 + 2 font 5. Supposons qu'il y parvienne pour l'ensemble des O'Brieniens et que ceux-ci viennent à accepter que c'est le sens ordinaire du mot vrai. Autrement dit, que X est vrai, c'est X est dit par les autorités. Les habitants d'O'Brienna sont-ils dépourvus du concept de vérité? Ils croient tout ce que disent les détenteurs du pouvoir parce que ce sont les détenteurs du pouvoir qui le disent. Donc si un puissant dit que P, il croit que P, et s'il dit que Q, il croit que Q. Mais croit-il par là même que ce que disent les détenteurs du pouvoir est vrai? Il semble bien que oui, car croire que P, c'est croire que P est vrai. Mais il est douteux que cela suffise à leur attribuer le concept de vérité, puisqu'ils semblent penser qu'il suffit que les autorités disent que P pour que P soit le cas, et que les autorités ne puissent pas se tromper. Or, avoir le concept de vérité, c'est avoir le concept de la distinction entre ce qui est le cas et ce qui n'est pas le cas, et donc celui d'erreur. Dans quelle mesure est-ce que la conception de la vérité d'O'Brienna relève de l'expérience de pensée? Le ministère de la Vérité de 1984 n'est pas terrifiant parce qu'il conduit les gens à croire des mensonges, mais parce qu'il entreprend de détruire le concept de vérité lui-même. Alors vous savez que Richard Rorty a fait un commentaire sur ce livre qui était implicite dans le commentaire de Jean-Jacques, dans lequel il soutient que c'est pas du tout ça la morale de 1984, mais que 1984 porte sur la notion de cruauté. Tout est bon pour Rorty pour dire des choses absolument incroyables. Orwell a passé son temps à dénoncer les mensonges qui pavent la politique de son époque. Mais le mensonge est une atteinte à la véracité, c'est-à-dire au respect du dire vrai, pas une atteinte à la vérité elle-même, bien qu'il la présuppose. Mais Orwell
a vu aussi que la vérité était menacée par quelque chose de pire encore que le mensonge, à savoir la tentative pour éliminer purement et simplement le concept même de vérité objective. Il se référait au régime totalitaire et aux intellectuels de son époque, mais qu'aurait-il dit s'il avait connu les intellectuels français de la fin du XIXe siècle, pour lesquels vrai pouvait avoir le même sens que Lacan dit que P ou Heidegger dit que P? Qu'aurait-il dit s'il avait pu connaître la capacité des médias contemporains, Internet en tête, non seulement à mentir, mais à transformer même notre conception de ce qu'est une information? Le président de la plus importante chaîne de télévision française suscita un mini-scandale quand il déclara il y a quelques années que son seul objectif était d'occuper le maximum de temps des cerveaux. Mais il n'y avait rien de cynique dans son propos, il s'exprimait de la façon la plus littérale et la plus franche qui soit. Quelqu'un qui aurait l'usage du mot « vrai », mais qui tiendrait, comme les O'Brieniens, ce mot comme signifiant « correct » parce que les autorités le disent, n'aurait pas de concept de vérité, parce qu'il se méprendrait sur la raison même d'être de ce concept, qui est, pour paraphraser Aristote, de pouvoir dire ce qui est le cas quand c'est le cas, et de dire que ce n'est pas le cas quand ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin de Tarski, Aristote suffit. Sans possibilité d'exprimer son désaccord sur un jugement ou de dire que ce que croit quelqu'un est faux, pas d'usage du concept de vérité. Le concept de vérité présuppose que l'on puisse affirmer que ce que disent les autorités est incorrect. Le concept même de croyance et celui d'assertion présuppose une norme de correction qui n'est autre que la vérité. Enfin, c'est pas exactement ça dans mon idée, mais enfin, je vais pas me défendre ici. Une croyance ou une assertion sont correctes si et seulement si ce qui est cru ou dit est le cas. En fait, sans le concept de vérité, l'idée même de démocratie est un non-sens. La démocratie présuppose que non seulement on a certaines opinions et certaines croyances, mais qu'on puisse les exprimer librement, en les affirmant et en les soumettant à la discussion. Or, la notion même d'assertion présuppose la possibilité d'avoir objectivement raison ou tort. Avoir un concept de vérité, c'est avoir le moyen de distinguer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas, avec le concept de avoir le concept de correction, c'est avoir la capacité à distinguer ce qui est le cas de ce que ceux qui ont le pouvoir croient que c'est le cas. Beaucoup ne sont pas d'accord avec cela. Il y a beaucoup de penseurs conservateurs, comme Léo Strauss ou Alan Bloom, qui ont soutenu que la démocratie libérale non seulement ne requiert pas le concept de vérité objective, mais aussi qu'elle est incompatible avec lui. Le libéralisme en particulier ne peut pas affirmer sa propre vérité. Ce serait une forme de dogmatisme incompatible avec la doctrine elle-même. Nombre de gens dits de gauche sont d'accord. Par exemple, nombre de penseurs positivistes, qui étaient des libéraux de gauche, se méfiaient aussi de l'idée de vérité en matière politique et préféraient recourir, en fait tout comme Hans Kelsen, à la notion de convention pour fonder l'autorité démocratique. La conception relativiste de la démocratie libérale est incohérente, et pas seulement parce que le relativisme est incohérent pour des raisons bien connues que je ne vais pas reprendre ici. Elle s'appuie sur l'idée qu'on doit accorder un respect égal aux opinions et aux diverses conceptions de la vie bonne. Mais la notion même de respect des opinions présuppose celle de droit. Ce sont les droits qui protègent la liberté des citoyens de poursuivre leur vie comme ils l'entendent. Or, la notion de droit des individus, en ce sens, présuppose elle-même qu'il y ait une distinction entre ce que le gouvernement, par définition dans une démocratie, l'expression de la majorité, pense, et ce que pensent les individus. Si tout ce que pense la majorité était vrai, et si la majorité pensait qu'il n'y a pas de droit à la liberté d'expression, par exemple, alors il n'y aurait pas de droit à la liberté d'expression. Il s'ensuit qu'une condition nécessaire pour que les gens puissent croire qu'il y ait de tels droits, et qu'il y ait une place pour une différence entre l'opinion de la majorité et ce qui est le cas. Pour le voir, imaginons une autre communauté que celle des O'Brieniens, celle des Moa, Merely Opinionated Assertion. Les Moa n'associent pas au concept d'assertion et au concept de croyance une norme d'autorité, comme les O'Brieniens, mais seulement une norme de sincérité et de justification personnelle ou d'assertabilité subjective. Pour les Moa, la norme d'assertion pour une proposition quelconque est seulement celle qui consiste à exprimer ses préférences personnelles pour cette proposition, et la norme de la croyance est seulement l'expression sincère d'une simple opinion. Pour eux, les désaccords entre les gens n'impliquent pas que les uns aient tort et les autres raison. Ils admettent qu'on puisse être en désaccord, mais ils n'admettent pas que le désaccord soit le signe d'un quelconque défaut de justification, chez l'une ou chez l'autre des parties en présence. Ils peuvent aussi étendre leur justification aux préférences et aux désirs de leur communauté. Vrai aurait alors chez eux le sens de vrai parce que j'ai des raisons personnelles de le croire, ou vrai parce que ma communauté l'admet. On pourrait même imaginer qu'ils tiennent leurs désirs et leurs préférences comme majoritaires et qu'ils soient tout à fait tolérants vis-à-vis des désirs et des préférences de la minorité. Ils seraient de vrais démocrates. Mais les Moa auraient-ils le concept de vérité? Non.
Leur usage du prédicat vrai leur permettrait d'exprimer leurs désirs et leurs préférences, ainsi que ceux de leur communauté, mais ils ne seraient pas capables de considérer les désaccords comme indiquant que ceux qui sont en désaccord avec eux pourraient avoir tort. Ils seraient incapables d'argumenter les uns contre les autres. Ils pourraient peut-être même distinguer la majorité des opinions de la minorité, mais ils n'auraient plus aucun moyen de distinguer en quoi la minorité peut s'opposer à la majorité. Rawls, qui tient la possibilité d'un désaccord raisonnable comme centrale pour le pluralisme libéral, doit admettre lui aussi que la notion de désaccord implique celle de vérité. Alors je récapitule le raisonnement. Très simplement, la démocratie libérale repose sur le concept de droit de l'individu. Ce dernier présuppose la notion de vérité objective. Par conséquent, la démocratie libérale bien comprise présuppose le concept de vérité objective. Alors, il y a plusieurs moyens de contester ce raisonnement. On peut évidemment nier que la démocratie repose sur des droits. Je ne m'engage pas là-dedans. On peut nier que les droits l'emportent sur d'autres notions, comme celle d'utilité, ou que la notion de droit présuppose la notion de vérité. C'est la position de Rorty. Pour lui, la notion de droit présuppose seulement celle de justification, entendue en un sens seulement relatif, de ce qui peut être justifié face à un auditoire futur, sans qu'il y ait nécessairement de limite à ce processus de révision des justifications. Selon lui, je cite, « Parler de droits de l'homme consiste à nous identifier avec une communauté de personnes semblables, ceux avec lesquels il est naturel d'agir d'une certaine manière. » Fin de citation. On ne voit pas très bien en quoi ça ne revient pas à nier simplement la notion, puisque si la communauté de semblables à laquelle nous avons affaire venait à ressembler à celle des Aubriéniens, on pourrait tout aussi bien nous refuser la liberté d'expression ou celle de presse. Rorty trouverait ça sans doute bien dommage, mais il n'aurait aucun moyen d'en dire plus. Au mieux, tout ce qu'il serait en mesure de dire, c'est que bien que la notion de droit n'ait pas de sens en dehors de telle ou telle communauté, il est préférable de croire qu'il y a des droits objectifs. La morale de ces petits apologues est simple. Si on associe la notion de démocratie à celle de liberté de pensée et d'opinion, à celle de diversité d'opinion et de tolérance de cette diversité, et à la règle de majorité, il n'y a pas le choix. Il faut conserver la notion de vérité. Mais quelle notion ? Certes, les constructivistes comme Rawls, les rationalistes communicationnels comme Habermas et les néopragmatistes comme Rorty en ont avant tout contre ce qu'ils tiennent comme une conception métaphysique et réaliste de la vérité, et ils sont prêts à admettre soit une conception cohérentiste, assimilant la vérité au consensus rationnel, soit une conception déflationniste, la réduisant à l'assertion. Mais la seule conception de la vérité qui convienne à la démocratie, et qui convienne à tous d'ailleurs, est la conception la plus usuelle qui soit. La vérité est la correspondance à des faits indépendants de nous, elle est objective, absolue, et elle n'est pas relative à la culture, à une communauté, à une théorie ou à un individu. Alors ça, ce sont les raisons théoriques qu'on peut avoir, et je viens de voir qu'elles ne valent rien, de soutenir que vérité et démocratie sont incompatibles. Il est intéressant de constater que des penseurs par ailleurs aussi différents et antagonistes que Rawls et Rorty n'ont en fait à avancer qu'un argument pratique à côté de ça. Ils nous disent qu'il est dangereux d'invoquer la notion de vérité parce qu'elle court le risque de menacer la neutralité du libéralisme qui doit permettre à différentes conceptions de la vie bonne de s'exprimer. C'est pourquoi Rawls préfère parler d'un libéralisme politique plutôt que d'un libéralisme métaphysique. Mais il y a aussi une réponse pratique à cet argument de Rawls et de Rorty. Quels que soient les dangers qu'il peut y avoir à dire que la morale et la politique visent la vérité, les dangers qu'on encourt en le niant sont encore plus grands. Sans une conception qu'on peut appeler réaliste et cognitiviste de la vérité, par cognitiviste je veux dire qui peut être connue comme étant indépendante de nous, je ne parle pas de cognitiviste dans un autre sens que le professeur Chomsky pourrait éventuellement endosser dans d'autres domaines. Donc sans une conception réaliste et cognitiviste de la vérité, comment est-ce qu'il serait seulement possible non seulement de maintenir les principes de base de la démocratie libérale quant à l'expression des opinions, mais aussi de dénoncer les mensonges que les pouvoirs nous imposent en permanence? Comment est-ce qu'il serait simplement possible d'établir certains faits et n'en déplaise aux constructivistes et aux antiréalistes, et en dépit de toutes les manipulations d'opinion, nous voulons pouvoir dire que la guerre du Golfe n'est pas une construction, que les massacres de Srebrenica ou de Kigali ont bien eu lieu, ou qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. À ce genre d'objection, les vériphobes répondent le plus souvent qu'ils peuvent s'en tenir à une conception minimaliste ou déflationniste de la vérité, ce qui ne va pas plus loin que les platitudes usuelles. Affirmer que P, c'est affirmer que P est vrai, que P est tel que les choses sont qu'on dit qu'elles sont.
Ils n'ont pas l'intention d'aller plus loin, et en particulier ils refusent, quand il s'agit des vérités morales, religieuses et politiques sur lesquelles les désaccords sont plus nombreux, à adopter une conception cognitiviste de ces vérités, sur lesquelles il y a des faits objectifs et des réalités connaissables dans ces domaines. C'est pour ça que je ne serais pas tout à fait d'accord avec Jean-Jacques quand il parle d'ordinarité dans ce domaine, parce qu'il y a une certaine confusion possible entre la conception ordinaire et la conception minimaliste, bien qu'il n'ait pas été jusqu'à dire que la conception ordinaire était la conception minimaliste. Alors j'ai essayé de suggérer, à défaut de pouvoir le montrer ici, qu'une conception minimaliste ou anémiée de la vérité n'est pas une conception de la vérité du tout. Il n'y a donc pas d'autre choix possible, il faut adopter une conception réaliste. Cette conception est-elle métaphysique ? N'ayant pour ma part rien contre la métaphysique, à condition que celle-ci dérive les implications de notre mode de pensée réel, commun, et nos conceptions scientifiques, je ne vois pas pourquoi ce serait une objection. En fait, la conception à laquelle je pense est surtout une conception épistémologique. Il suffit de reconnaître que toute expression d'un jugement ou d'une croyance implique qu'on s'engage à la défendre, à la considérer comme justifiable objectivement et comme répondant à des faits indépendants de nous. La doctrine subversive dont parlait Russell, à savoir que toute croyance doit répondre à des raisons objectives de la tenir comme vraie, revient simplement à reconnaître que la vérité est la norme constitutive de la croyance et que celle-ci vise la connaissance. Si on ne le reconnaît pas, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de démocratie d'opinion, il n'y a pas de désaccord démocratiquement exprimé. Prendre parti pour une conception cognitiviste de la vérité, c'est non seulement s'opposer aux diverses formes d'antiréalisme, de constructivisme, de relativisme quant à cette notion, qui se sont prévalues précisément de la démocratie, mais aussi se prémunir contre la conception pragmatiste de la vérité. On entend souvent dire que le pragmatisme, parce qu'il est faillibiliste et admet qu'aucune de nos idées n'est à l'abri de l'erreur et du doute, parce qu'il met l'accent sur le caractère communautaire de la pensée et de l'action, va comme un gant à la démocratie. Mais telle n'était pas l'opinion de Russell, comme l'a rappelé Jean-Jacques tout à l'heure. Ce dernier ne cessa, depuis les débuts de sa carrière, de s'opposer au pragmatisme et à sa conception de la vérité, depuis ses critiques de James jusqu'à ses polémiques tardives contre Dewey. En fait, ce qu'il décrit dans son livre « Power » ressemble fort à la doctrine des O'Brieniens. Je ne vais peut-être pas lire toute la citation, mais vous pouvez la regarder. Il nous explique il y a quelque chose d'un petit peu foucaldien. Le pragmatisme est, dans certaines de ses formes, une philosophie pouvoir. Pour le pragmatisme, une croyance est vraie si ses conséquences sont plaisantes. Les êtres humains peuvent rendre les conséquences d'une croyance plaisantes ou non plaisantes. La croyance dans la supériorité morale d'un dictateur a des conséquences plus plaisantes que le fait de ne pas le croire si vous vivez sous son gouvernement, etc. Julien Benda ne disait pas autre chose lorsqu'il énonçait les principes démocratiques dans l'ordre spirituel, toujours dans le même livre. La démocratie, nous dit-il, s'oppose à ces systèmes pragmatiques selon lesquels le seul critérium du juste ou du vrai pour une proposition est l'avantage qu'en tire le groupe qu'ils servent. Pour les uns, la nation, pour les autres, la classe. Ces systèmes n'admettant comme souveraineté que la souveraineté du but. On peut dire que dans l'ordre spirituel, les valeurs honorées par la démocratie le sont en tant qu'éternelles et transcendantes aux circonstances, alors que celles du pragmatisme sont déterminées par les circonstances et variables avec elles. On ne cesse de nous dire que ce sont des caricatures du pragmatisme, ces choses-là. Mais je ne suis pas du tout convaincu que le pragmatisme, en fait, ne ressemble pas étonnamment à sa caricature. Il est toujours étonnant, quand on lit des auteurs comme Rawls, Habermas ou Rorty, de voir combien ils souscrivent aisément à la thèse selon laquelle il n'y a pas de vérité politique et éthique, ou que s'il y en a, elles ne peuvent reposer que sur un accord communautaire ou un consensus rationnel qui les prive par définition de tout caractère objectif et absolu. Bien sûr, décider quelle fin nous devrions avoir peut ne pas reposer sur des vérités absolues. Mais n'y a-t-il pas des vérités axiologiques et politiques non problématiques, parfaitement objectives, parfaitement robustes, comme celle qui nous dit que nous devons intervenir en cas de génocide, de famine ou de catastrophe, et en général pour éviter ce que l'on appelle des maux premiers. Alors je passe maintenant à ma partie numéro 3, procéduralisme ou réalisme. Il y a pour la démocratie un problème semblable à celui que pose Socrate dans l'Eutyphron de Platon. Quand Socrate, vous vous en souvenez, demande si quelqu'un est pieux parce qu'il plaît aux dieux, ou bien si c'est parce que quelqu'un est pieux qu'il plaît aux dieux. Et si on transpose à la démocratie et à la vérité, est-ce que les décisions prises à la majorité ou est-ce que les croyances de la majorité sont correctes parce que ce sont celles de la majorité, ou bien est-ce qu'elles sont choisies ou possédées par la majorité parce qu'elles sont correctes? La première conception revient à dire qu'il n'y a pas de normes ou de valeurs transcendantes à partir desquelles on doit juger le caractère démocratique d'une décision ou d'un dispositif. Ce caractère démocratique tient uniquement à la procédure elle-même.
C'est ce qu'on appelle une forme de procéduralisme, et elle est clairement antiréaliste. La seconde conception, cognitiviste, j'espère l'avoir indiqué, et celle qui est à ma faveur, c'est celle de Benda et de la tradition républicaniste. La vérité et la raison ne se réduisent pas à des procédures rationnelles, mais sont des valeurs absolues, transcendant ces procédures. La thèse procéduraliste repose d'abord sur un principe général. Seuls des dispositifs politiques démocratiques sont légitimes, et la valeur qui s'attache à leur caractère démocratique ne dépend pas d'autres propriétés que le fait qu'ils reposent sur certaines procédures, principalement des procédures de vote. Cela dit, le tirage au sort pourrait être une procédure de ce genre. Et comme l'avait montré Bernard Manin dans son livre sur le gouvernement représentatif, ça a été très longtemps appliqué. Appliqué à la question de la vérité, le procéduralisme soutient que seuls les dispositifs démocratiques sont susceptibles de maximiser la vérité et l'expression libre de l'opinion. Mais il y a deux sortes de procéduralisme. Il y a celui de la théorie du choix social et il y a celui de la théorie délibérative de la démocratie. L'un des fleurons de la première, et ce qu'on peut considérer comme sa forme pure, c'est le fameux théorème du jury de Condorcet. La probabilité d'un choix binaire dans un groupe de citoyens également informés d'un choix binaire également informé augmente substantiellement quand la taille du groupe augmente. Dans un électorat de n individus qui votent indépendamment, si la probabilité d'un choix par un individu est de petit p, la probabilité grand P d'un choix correct de la majorité, où n est impair, peut être bien plus élevée que P. Alors, est-ce que c'est ça, le théorème du jury de Condorcet, le moteur épistémique qui va permettre à une démocratie basée sur le vote et la règle de majorité de prendre son essor? Maintenant, comme vous le savez, le théorème de Condorcet a des contraintes particulières. Tous les choix, y compris quant à la vérité, ne sont pas binaires. Par exemple, on peut suspendre son jugement. Il ne s'applique que quand les jugements individuels sont probabilistiquement indépendants. Ce qui veut dire que les erreurs ne s'annuleront pas simplement, quelle que soit la taille de l'électorat. Enfin, si les votants ont des biais systématiques, comme le racisme ou le sexisme, il ne serait pas surprenant que leurs décisions politiques soient pires que si on lançait une pièce sur le même sujet. De plus, le théorème de jury ne dit rien des types d'informations ou de connaissances que les votants sont supposés avoir, ni sur leur pertinence dans les décisions en question. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Face à ce théorème qui incite néanmoins à l'optimisme, il y a tout un ensemble de résultats négatifs, comme celui de Kenneth Arrow, qui tentent à montrer qu'on ne peut pas agréger les préférences individuelles dans un choix collectif sans violer des principes intuitifs, comme l'unanimité ou l'absence de dictature. Pour ne donner qu'un exemple récent qui a été très discuté dans la littérature récente, considérez le paradoxe doctrinal, qui provient à l'origine des théoriciens du droit. Et supposez le cas troublant suivant, qui va quand même sembler assez familier à nombre d'universitaires. Une commission doit recruter une jeune collègue. Le critère du choix est l'excellence à la fois dans l'enseignement et dans la recherche. Le premier des trois membres du comité, vous avez les trois membres dans la colonne de gauche, pense que la candidate est excellente enseignante, ça correspond à la rubrique oui, mais elle n'est pas, selon lui, excellente chercheuse. Le second pense que elle est excellente chercheuse, mais pas excellente enseignante. Et le troisième pense qu'elle est excellente dans les deux. La majorité... le troisième pense qu'elle est excellente dans les deux. Donc, dans ce cas-là, vous avez une majorité qui considère qu'elle est excellente chercheuse, une majorité qui considère qu'elle est excellente enseignante, mais seulement une minorité, en l'occurrence le troisième membre du comité, qui considère qu'on doit la recruter. Alors, il y a deux manières dont la commission peut prendre une décision dans ce genre de cas. Je le conseille à mes collègues. Supposons que chaque membre vote sur chaque prémisse et sur la conclusion, et de manière rationnelle. Ils agrègent leur vote sur la conclusion, à savoir recruter ou pas, et laissent la majorité déterminer leur choix collectif. Ils ne doivent pas recruter à ce moment-là la candidate. Ou bien les juges agrègent leur vote sur chaque prémisse, laissent la majorité décider et adoptent la conclusion seulement si les deux prémisses sont collectivement endossées. Il faut recruter à ce moment-là. Le paradoxe dit doctrinal est que selon la procédure adoptée, on aboutit à un résultat différent. Ça dépend en fait de la question de savoir si on prend une décision collective ou bien une décision basée sur l'agrégation des préférences individuelles. C'est un problème si l'on s'appuie, comme le procéduralisme, uniquement sur des critères de cohérence dans les jugements. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être cohérent. Bien que les résultats de la théorie du choix social soient à mes yeux très importants,
malgré tout ce qu'ont pu en dire les critiques marxistes et les disciples de Bourdieu, ils sont loin d'être probants. La vertu, mais aussi le grand défaut du procéduralisme du choix social, est qu'il ne tient pas les préférences des agents comme données et ne se demande pas s'ils sont sages ou éthiquement bons. Mais de toute évidence, les préférences elles-mêmes peuvent être manipulées, tronquées ou perverties. C'est en partie ce qui a conduit à adopter une autre conception de la démocratie, la conception dite délibérative. Cette dernière, tout comme le procéduralisme du choix social, soutient qu'il n'y a pas de vérité politique et admet que le critère et la valeur de la démocratie ne résident que dans la rationalité des processus qui y conduisent. Mais à la différence de la théorie du choix social, elle tient que les préférences doivent pouvoir faire l'objet d'une délibération, dont le produit est une forme de consensus par recoupement, comme chez Rawls, ou de processus idéal de discussion, comme chez Habermas. La position originelle chez Rawls et son contractualisme est bien une tentative pour expliquer l'idée de justice comme équité à partir d'une procédure elle-même juste. Mais ni Rawls ni Habermas ne pensent que le processus rationnel de délibération puisse se faire sans que la communauté présuppose certains principes ou certaines valeurs substantielles, des libertés de base, la référence à des biens premiers et, en définitive, les principes démocratiques eux-mêmes, où l'on rejoint en réalité, malgré Rawls, Benda. Elle peut donc difficilement prétendre, cette conception-là, dériver purement procéduralement ces mêmes principes d'une pure procédure. C'est pourquoi, ici encore, il semble difficile de refuser d'admettre ce que Joseph Raz a appelé l'abstinence épistémique de Rawls. La conclusion qui s'impose de ces considérations bien trop rapides est qu'il est loin d'être évident que la branche antiréaliste et procédurale du dilemme eutyphronien de la démocratie l'emporte sur la branche réaliste et cognitiviste. Il y a bien des standards, des valeurs et des normes démocratiques substantielles et indépendantes des décisions rationnelles d'une démocratie procédurale ou formelle. Alors ça nous donne pour le moment toujours qu'une réponse indirecte et négative à notre question initiale. Comment concilier épistémocratie et démocratie ? Elle se pose de la manière la plus claire qui soit dans le cas des experts. Par définition, les experts sont supposés savoir. Admettons, je vais y revenir dans un instant, que leur autorité s'impose d'elle-même en science. Mais en politique, l'autorité a besoin d'une autre base, et elle ne peut pas découler seulement de l'expertise. Même si nous admettons qu'il y a des décisions plus ou moins bonnes et que les politiques ont plus de savoir quant aux manières de les produire que les simples citoyens, leur expertise ne suffit pas à leur garantir l'autorité. Il est tentant de donner le pouvoir à celui qui sait, mais le fait de savoir ne garantit pas qu'on doive commander. Qui en effet décide de qui sont les experts ? Je peux tout simplement ne pas accepter que vous sachiez. Un chef religieux, par exemple, prétend savoir, mais on n'est pas obligé de le croire. Inversement, il se peut que vous ayez le savoir et que vous ayez raison, mais est-ce que ça suffit à faire de vous celui qui décide ? Le problème est que nous ne pouvons pas non plus admettre que n'importe qui puisse venir contester toute prétention à être un expert, et si on doit attendre d'avoir une justification qui soit acceptée par tous, aucune autorité ne sera sans doute jamais légitime. Alors de quel côté aller ? Je ne peux esquisser ici qu'une voie possible. Appelons conception épistémique pure de la démocratie, la conception d'après laquelle la démocratie est une source légitime d'autorité, parce qu'elle prend des décisions qui sont correctes, d'après des standards indépendants de justice et de vérité. Appelons conception épistémique procédurale, une conception d'après laquelle les décisions démocratiques sont légitimes, si et seulement si elles sont prises sur la base de jugements établis selon des procédures acceptables, comme celles qui gouvernent les jugements d'un jury. Et ici, je fais référence à la position défendue récemment par David Estlund dans un livre qui s'intitule « Democratic Authority ». Ces décisions n'ont pas à être correctes pour être légitimes. Même si le jury parvient à une décision incorrecte, celle-ci fait néanmoins autorité. Mais le but est pourtant de parvenir à des jugements corrects. Une telle conception, celle de la conception épistémique procédurale, est différente de celle de Rawls parce qu'elle ne tient pas le critère raisonnable des procédures démocratiques comme une forme de coopération équitable. Être raisonnable, selon une telle conception, implique le désir d'entrer dans un processus de justification et consistant à donner des raisons. On pourrait dresser ici un parallèle entre cette conception de la démocratie et les conceptions de la vertu épistémique défendues en théorie de la connaissance contemporaine. De même que certaines vertus, comme l'ouverture d'esprit, la curiosité ou l'intégrité intellectuelle, sont supposées favoriser l'enquête, sinon définir les conditions de la connaissance, on peut imaginer que les vertus démocratiques favorisent la délibération épistémique et s'incarnent dans certaines institutions plutôt que dans des individus. Ces vertus ne se réduiraient pas, comme dans les conceptions républicanistes classiques, à des vertus pratiques,
Mais faire intervenir des vertus épistémiques démocratiques en ce sens ne peut pas revenir à placer la vertu avant des notions comme celle de connaissance, de justification ou de vérité. Bref, pas plus que la vérité ne se réduit en mathématiques à la prouvabilité, la vérité ne se réduit en morale à l'exercice de la vertu, ni en politique à la procéduralité. Dernier point, est-ce que la démocratie favorise la vérité? Et j'en ai bientôt fini. Venons-en, pour finir, à ce que j'ai appelé la thèse de maximisation de Stuart Mill. Il y a une analogie entre cette thèse et le conséquentialisme qu'il défend par ailleurs en éthique, selon lequel la valeur morale est l'utilité et la règle d'action, la maximisation de cette valeur morale. Si nous transposons cette idée à la théorie de la connaissance, la valeur épistémique suprême est la vérité et la règle d'action consiste à la maximiser. Selon le principe de l'épistémologie, selon le type d'épistémologie sociale, j'entends par épistémologie sociale non pas comme beaucoup de penseurs relativistes postmodernes une théorie descriptive de la sociologie de la connaissance, j'entends une théorie normative des conditions sociales de la connaissance. Donc selon un certain type d'épistémologie sociale défendu par un philosophe comme Alvin Goldman dans son livre qui s'appelle Knowledge in a Social World, des pratiques sociales ont une valeur instrumentale quand elles promeuvent l'acquisition de valeurs épistémiques. Et cette valeur, c'est le vrai. C'est ce qu'il appelle le véritisme. Des pratiques sociales démocratiques semblent les candidats évidents pour promouvoir cette valeur. Notons au passage que l'usage du terme valeur, ici comme ailleurs dans mon exposé, n'implique pas que la vérité soit elle-même une notion normative ou évaluative. Je pense que la vérité est une notion aussi descriptive que possible. En revanche, les croyances vraies ont une valeur et sont un but dans le cadre d'une telle conception. Il va de soi qu'une épistémologie sociale véritiste, pour prendre ce vocabulaire, est aux antipodes de l'épistémologie relativiste postmoderne. L'adopter présuppose qu'on ait rejeté tous les arguments familiers visant à réduire la vérité au consensus social, à adopter le principe de symétrie du vrai et du faux, à rejeter toute forme de fondationalisme et de réalisme scientifique au nom d'un constructivisme social, ou à assimiler, comme Bruno Latour nous le rappelait encore dans Le Monde la semaine dernière, science et politique. Je vais me contenter ici de présupposer que ces arguments ne valent rien. L'épistémologie véritiste suppose aussi que les valeurs épistémiques, comme la vérité, ne sont pas dominées par des valeurs pratiques, et encore moins que nos raisons de croire pourraient être concurrencées par nos raisons d'agir. En cela, il faut aussi partir d'un antipragmatisme que j'appellerais volontiers primaire, comme Russell et Benda. Donc je fais évidemment beaucoup de présupposés, et je ne peux pas m'engager là-dedans. Mais si on entend par véritisme le fait de maximiser le nombre des vérités d'une manière procédurale, il y a là aussi tout un ensemble de résultats très intéressants, comme ceux de Excelman et Krause. Ce schéma ne vous dira rien du tout, mais ces résultats, c'est une dynamique simulée sur ordinateur dans laquelle on prend des agents qui sont au départ très divergents dans leurs opinions et qui finissent par se trouver attirés vers la vérité. Et donc, il y a là quelque chose comme une espèce de principe de la main invisible, si on fait ces simulations par ordinateur, qui est particulièrement intéressant. Mais que montrent ces résultats? Ils sont par définition indifférents au type de justification que peuvent avoir les agents. Il n'est même pas évident, comme vous pouvez vous en douter, qu'ils aient grand-chose à voir avec la démocratie. Si on essaie d'appliquer la conception véritiste à l'enquête en général, dans des domaines aussi divers que celui de l'expertise légale et du témoignage, de l'information et des médias ou de l'éducation, et à l'enquête scientifique en particulier, on se heurte à toutes sortes de problèmes. D'abord, il y a celui que Philip Kitcher, dans le livre cité, appelle la tyrannie de l'ignorance. Et il la décrit ainsi: des questions épistémiquement significatives dans certaines sciences peuvent systématiquement être sous-évaluées parce que la majorité des membres d'une société n'ont pas les moyens d'apprécier les facteurs qui rendent ces questions significatives. La tyrannie de l'ignorance, fin de citation, la tyrannie de l'ignorance n'est pas nécessairement celle de la bêtise qui préoccupait tant les auteurs du XIXe siècle et Musil, qui assistèrent à la montée en puissance des masses. Elle peut affecter des gens très intelligents et très compétents. Elle tient au fait que c'est une chose que la vérité soit le but et la norme de l'enquête en général, et que c'en est une autre que de supposer qu'on atteindra ce but ou qu'on obéira à cette norme en accumulant le maximum de vérité.
Le but de l'enquête n'a jamais été de maximiser la vérité, mais de maximiser le nombre de vérités significatives. Ça suppose évidemment que l'enquêteur ait la capacité d'évaluer ces significations. C'est la raison pour laquelle John Stuart Mill lui-même, dans ses Principles of Representative Government, qu'a traduit récemment Patrick Savidan, était prêt à proposer que quand on estime que certaines personnes en savent plus que d'autres, elles devraient se voir accorder plusieurs votes. En réalité, Mill ne dit pas ça. Il dit c'est seulement nécessaire que cette influence supérieure soit assignée sur la base d'une base que les gens puissent comprendre. Donc ce n'est pas simplement un espèce de « c'est moi le boss ». Appliquée aux experts, cette règle ne laisse cependant pas de poser problème, pour des raisons que j'ai indiquées. La même remarque peut s'appliquer à une lecture trop irénique de l'avis de Mill, que j'ai cité au début, selon lequel la démocratie favoriserait la correction des erreurs en exposant nos conceptions, nos opinions aux désaccords possibles. Comme le note Isaac Levi, le simple fait que l'on soit en désaccord avec nos jugements ne suffit pas à ouvrir notre esprit. La plupart des épistémologues oublient qu'il est tout aussi urgent de déterminer quand nous avons de bonnes raisons d'ouvrir nos esprits, quand ça l'est, de déterminer quand nous avons de bonnes raisons de les fermer. Fin de citation. Ce ne sont là que quelques-unes des difficultés évidentes qu'il peut y avoir à essayer d'appliquer les concepts de la conception procédurale de la démocratie à l'enquête scientifique. Quand Philip Kitcher essaie d'énumérer dans son livre les conditions de ce qu'il appelle la science bien ordonnée, il parvient à une formule si complexe qu'il considère impossible de la décrire sous forme de procédure. Il dénonce aussi bien la conception irénique selon laquelle le marché libre des idées fonctionne toujours bien de manière à toujours produire du vrai en dépit du mal qu'éventuellement il peut causer dans sa foulée, que la conception selon laquelle science et politique sont toujours tellement intriquées que la compétition des idées sur la base de leur mérite proprement épistémique est une illusion. Mais ces difficultés, est-ce qu'elles menacent, et je termine là-dessus, en quoi que ce soit ce que j'ai appelé le véritisme, c'est-à-dire la thèse selon laquelle le but de l'enquête est toujours la vérité, que cette notion est une valeur épistémique irréductible, et selon laquelle la doctrine subversive de Russell, qui n'est autre que, comme vous l'avez reconnu, une version de la maxime du savant victorien William Clifford, selon laquelle on a tort partout, toujours, et en quelques circonstances, de croire quoi que ce soit sur la base de données insuffisantes. Est-ce que ça signifie que cette doctrine subversive est plus en place? Absolument pas. Considérons juste un instant, pour finir, le conflit qui oppose les créationnistes et les partisans d'une conception scientifique du monde, qu'elle soit ou non de stricte obédience darwinienne. On a tout intérêt dans ce débat à admettre le principe dont j'ai dit qu'il était au fondement de l'idée même de délibération démocratique, selon lequel les uns ont raison et les autres ont tort. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple, parce que la discussion qui les oppose n'est pas une discussion purement scientifique. Des différences de valeurs s'introduisent dans les discussions épistémologiques, par exemple sur la nature des données, susceptibles de vérifier les croyances et les théories dans les deux cas. Il se peut bien ici que, comme l'admettent les conceptions à la Rawls de la démocratie libérale, le conflit ne puisse pas se résoudre autrement que dans les termes d'une coopération équitable entre les parties, qui n'a rien de particulièrement épistémique. En tout cas, il y a des gens qui appellent ça de leur vœu. Mais on ne peut pas dire que l'on ait quoi que ce soit à gagner pour parvenir au genre d'équilibre auquel le démocrate libéral aspire, à adopter une épistémologie hybride, en fait une forme de pragmatisme, d'après laquelle l'acceptabilité des croyances ne repose pas exclusivement sur des critères scientifiques, mais aussi sur des critères qui pourraient avoir quelque chose à voir avec ce que les croyants religieux considèrent comme des standards de la vie bonne. Rousseau, mais aussi Rawls, proposent qu'une précondition du contrat social soit le partage d'une conception du bien commun. De la même manière, une société démocratique devrait pouvoir partager une conception de la raison publique et un accord sur ce qui fait que des considérations tenant aux raisons et aux justifications de nos croyances pèsent dans un sens ou dans un autre. On suppose trop souvent que cette conception doit être neutre et accueillante à diverses conceptions de la justification des croyances. Mais il n'y a pas plusieurs conceptions de cette justification. Il n'y en a qu'une, qui est celle que Russell appelait ironiquement subversive, sans aucun doute parce que le dogmatisme ne vient pas de ceux qui l'acceptent, et qui place la vérité et la preuve au centre des valeurs démocratiques, mais au contraire de ceux qui la rejettent. Merci. Je remercie Pascal Angel pour cet exposé. Je ne vais pas non plus le commenter, parce que je crois qu'il n'en a réellement pas besoin.
Le titre « La vérité peut-elle survivre à la démocratie » était provoquant à souhait. L'exposé à certains égards l'était encore plus. Par conséquent, je suppose que certains d'entre vous ont envie de réagir à ce qui a été dit. Quelqu'un demande-t-il la parole ? Oui. Oui, allez-y. Oui, je vais de nouveau faire une objection de type politique, c'est-à-dire je pense que le passage de considérations philosophiques abstraites sur la vérité à des considérations politiques, même la défense de la démocratie, présuppose toute une série de choses sur la nature humaine qui n'ont pas été discutées. Par exemple, l'exemple le plus choquant pour moi, c'est à un moment donné, vous avez dit qu'on a le devoir d'intervenir en matière de génocide, etc. Ça pose toute une série de questions sur qui va intervenir, est-ce qu'on va intervenir de façon militaire, etc. Après tout, c'est ce genre d'idée qui nous a menés en Irak et nous maintient en Afghanistan. Et d'un point de vue utilitariste, on peut se poser des questions sur la conséquence. Mais on peut se poser beaucoup d'autres questions sur la démocratie. Si vous imaginez, par exemple, que les scénarios les plus catastrophistes en matière climatique sont vrais, il est très possible que la démocratie mène le monde à sa perte, parce qu'il est très difficile d'imaginer dans un cadre démocratique que des mesures qui seraient bonnes du point de vue de l'humanité seraient prises. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis simplement qu'on peut imaginer des scénarios pareils et que pour défendre la démocratie comme le meilleur moyen, peut-être que le meilleur moyen, c'est qu'il y ait une élite éclairée qui domine, etc. C'est ce que pense Strauss, c'est ce que pensent les néoconservateurs. Et je pense que pour les réfuter, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail d'une discussion sur ce que sont les êtres humains et comment ils fonctionnent. Je crois, Monsieur Bricmont, que vous passez un peu trop vite de la théorie à la pratique. J'ai pas, en fait, du tout préconisé qu'il faille intervenir en cas de génocide. J'ai juste mentionné cela comme étant un candidat possible à une vérité morale. J'ai pas du tout je me suis donc tenu, effectivement, comme vous l'avez dit, à un plan, en effet, très philosophique. Je n'ai donné aucune instruction aux ONG. Oui. Vous serait-il possible de vous arrêter sur la notion d'intentionnalité, c'est-à-dire à travers ce que vous développiez concernant les libertés reconnues par des communautés, comment les intentions, les crédits d'intention, voire les procès d'intention, par rapport à la reconnaissance que l'on recherche en termes d'autorité de pouvoir, etc., peuvent éclairer cette prétendue vérité. Est-ce que vous pouvez approfondir ce point-là ? Je ne suis pas complètement sûr de voir bien ce que vous voulez dire, mais enfin, disons que quand il s'agit d'une conception procédurale de la démocratie du genre de celle que j'ai décrite et critiquée, on a des préférences. Ces préférences sont considérées comme agrégeables et leur agrégation, selon différentes sortes, va être le produit. Donc, si vous voulez, les intentions, c'est des intentions, dans cette conception-là, des individus. Exactement, et oui. la notion de collective n'intervient qu'après. Alors, le paradoxe doctrinal que j'ai mentionné montre qu'il y a un moment donné où il faut introduire quelque chose comme des intentions collectives, peut-être. Peut-être que c'est à ça que vous faites référence. C'est-à-dire que je relie l'approche des intentions avec les ressorts de l'engagement. Et qu'en fait, l'engagement des uns et des autres pour prendre position par rapport à telle ou telle vérité dépend des intentionnalités de départ. Donc, je crois pas là aussi, c'est un petit peu une question semblable à la précédente. C'est vrai qu'en raison du caractère philosophique et abstrait, parce que mon exposé n'a pas porté du tout sur les conditions concrètes, pratiques de la démocratie. Mon exposé porte sur des conceptions philosophiques et leurs conflits les unes avec les autres. Donc, je fais un boulot ordinaire de philosophe ici. Et alors, si vous voulez, il me semble que, disons que si j'ai discuté quelque chose qui relève des intentions quant à la vérité, il n'y a que deux niveaux, à mon avis, où ça peut se situer. D'un côté, ça se situe au moment où quelqu'un fait une assertion. Et à ce moment-là, je ne pense pas qu'on ait besoin de la notion d'intention. Quelqu'un qui fait une assertion s'engage à la vérité d'une proposition, il n'a pas besoin de considérer de manière intentionnelle le but qu'il est en train de suivre. C'est une sorte d'engagement, c'est une contrainte rationnelle sur la notion d'assertion.
Maintenant, en effet, lorsqu'il s'agit de l'enquête et lorsqu'il s'agit du problème que j'ai discuté dans la seconde partie de mon exposé, qui consiste à se demander si la démocratie maximise ou bien est favorable à la vérité, à ce moment-là, il est vrai en effet qu'il y a quelque chose comme une sorte de conception naïve que l'on a de l'enquête scientifique, mais de l'enquête en général, tout objectif qui vise à obtenir des croyances vraies, qui est que la vérité est le but de l'enquête. Maintenant, on n'est pas du tout obligé de concevoir ça comme une espèce de téléologie, comme s'il y avait en quelque sorte une espèce de petit homoncule en nous qui aille pointer en direction de la vérité. Alors, ce que j'ai voulu indiquer, c'est qu'effectivement, il y avait des conceptions dans lesquelles, à la limite, même cette notion d'intentionnalité disparaît complètement, parce que quand vous avez des dynamiques d'attracteurs dans le genre de ce qu'étudient les informaticiens, ça se fait en quelque sorte par une main invisible. Donc vous retrouvez des problèmes un petit peu semblables à ceux qui se produisent lorsqu'on discute les problèmes, les problèmes de la nature des collectifs. Vous permettez que je vous pose autour d'un exemple concret pour illustrer. Est-ce qu'on a le temps, enfin en 3 minutes? Que pensez-vous par exemple de l'expérience Wikipédia? Ce que j'en pense. Par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire une certaine vérité à un instant donné qui émerge, puisque vous avez parlé d'informaticiens, qui émerge de la toile. Ah bah ça me paraît vraiment un modèle de démocratie vulgaire, au sens où j'en ai parlé. Oui. Merci. Dernière question peut-être. Oui, je voudrais vous poser une question fondamentale sur le concept même de la vérité, qui ne cesse pas de m'intriguer d'ailleurs. Je ne dois pas être le seul, enfin j'espère en tout cas. Moi, le problème que je me pose, c'est comment peut-on, je ne dis pas que vous l'avez fait, mais vous l'avez peut-être sous-tendu, comment peut-on associer par exemple la notion même de vérité sortie d'un subjectivisme hallucinant, quand on parle de créationnisme par exemple, et quand on entend certains politiciens ou politiciennes américaines nous dire « Rappelez-vous les temps heureux où les hommes et les dinosaures vivaient en étroite harmonie », ça ne relève pas d'une vérité ni politique ni doctrinale, ça me semble relever tout simplement de la plus stupide, mais vraiment stupide, et je ne dis pas autre chose parce que nous sommes au Collège de France. Quelle est votre position là-dessus ? Vous voulez dire au sujet de la querelle entre les créationnistes Non, sur le fond. Le problème que j'essaye de poser, c'est le problème de la conceptualisation de la vérité. C'est quelque chose que j'arrive pas, c'est un concept qui m'échappe totalement. Mais je vous entends parler de vérité, tous, enfin, Monsieur Rosa avant et vous, et j'ai trouvé la beaucoup de manière mal... dont Jean-Jacques Rosa en a parlé éminemment limpide. Je crois qu'il faisait allusion à un concept qu'à peu près tout le monde comprend, sauf peut-être en effet des penseurs qui ont voulu, disons, le déréaliser. Si nous éprouvons le besoin de marteler des évidences aussi banales, c'est sans doute parce que nous réveillons non pas du rêve de la vie, mais d'une sorte de rêve postmoderne qui a duré pratiquement 40 ans. Nous sommes des belles au bois dormant. Et le prince charmant qui vient nous réveiller est peut-être Orwell ou peut-être d'autres, peut-être Jacques. C'est vrai pour décline cet honneur. C'est vrai pour... Non, si vous voulez, le problème que je continue à me poser, c'est la vérité peut-elle être sortie d'un concept purement temporel, c'est-à-dire de son côté interprétatif. Ah oui, alors donc là vous êtes voilà, en fait vous êtes un obrier, vous êtes un Moa. Je suis Moa peut-être, oui. J'essaye en tout cas. Merci pour votre exposé particulièrement enrichissant. Merci monsieur. Bon. S'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons, comme le prévoit le programme, nous octroyer une pause d'un quart d'heure. Donc il est en gros 11h05, donc nous recommencerons à 11h20 précise. Merci à vous.